Jag är så ärad att få stå här tillsammans med dig. En man som har tagit emot många priser och igår Right Livelihood Award för sitt arbete för mänskligheten, för kvinnorna och för samförstånd. Första frågan som jag skulle vilja ställa, som jag tror en del av er undrar över: hur är det att våldtäkt kan bli ett krigsvapen? Je suis d'abord très très reconnaissant par rapport à l'auditoire qui est là ce soir. Först vill jag säga att jag är väldigt tacksam att ni är här idag. Votre présence ici traduit votre volonté de voir un monde juste. Att ni är här visar att ni vill ha en rättvis värld. Un monde où la femme et l'homme ont une place égale. Där kvinnor och män kan vara jämlika. Je ne peux pas répondre à la question sans saluer mes amis vétérans qui parlent ma langue, mais qui, peut-être j'avais 5 ans quand ils étaient dans mon pays pour chercher la paix, et depuis après, ils ont même été au Congo pour nous soutenir. Donc, Jambo Sana. Comment le viol peut être utilisé comme une arme de guerre? En fait, ce que nous avons observé, d'abord, il faut dire que le viol, lorsqu'il est utilisé comme une arme de guerre, il faut savoir que c'est une arme moins chère. Ça, c'est le premier point. Et c'est une arme qui n'a pas besoin d'un entraînement très important pour savoir le manier. Avec le lavage des cerveaux, ça suffit pour savoir l'utiliser. Et il peut passer les frontières sans problème, aucun contrôle. Donc, vraiment une arme facile à manier, à déplacer. Et ici, dans les guerres, on a observé que c'est une arme qui est utilisée et donne les mêmes conséquences que les armes classiques. Au Congo, il a été utilisé de façon méthodique, puisque les femmes que nous avons eu à soigner à l'hôpital avaient des plaies qui pouvaient traduire exactement le groupe qui a commis l'acte sur la femme. Il a été utilisé massivement, puisque vous aviez parlé de Margot Wallström. On a été avec elle jusqu'à Walikali dans le fin forêt équatorial, où plus de 200 femmes étaient violées dans une nuit. Vous ne pouvez pas violer 200 femmes dans une nuit si vous n'avez pas planifié de poser cet acte-là. Il a été utilisé de façon systématique, puisque nous avons soigné des enfants qui sont des bébés, donc moins de 2 ans. Aussi, nous avons soigné des grands-mères qui ont plus de 80 ans. Et entre les deux, c'est toutes les catégories. Donc, méthodique, systématique et en fait massif. Assez rapidement, je vais noter 4 conséquences. Lorsque ces viols se commettent comme ça, la première conséquence est que la méthode, c'est une méthode qui cherche à traumatiser la victime, mais aussi traumatiser tout son entourage. Donc la femme, elle a un traumatisme physique, mais psychologique, mais son mari qui est obligé, les enfants qui sont obligés de voir comment la mère est traumatisée ou l'épouse est traumatisée, et ils ont un traumatisme psychologique. Et là, avec cette conséquence, il y a quelque chose qui se rompt dans l'unité familiale. On a observé que la plupart des fois, les gens ont le réflexe de fuir, et les maris souvent, ils se trouvent déshumanisés, ils se trouvent humiliés, ils trouvent que sa masculinité il n'est plus homme, il n'est plus mari, il n'est plus père. Et les résultats, souvent, il fuit
ou une dislocation de la famille. Ça, c'est une conséquence très grave qu'on peut voir aussi avec les guerres classiques, le déplacement massif de la population. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième chose, lorsque la femme est violée par 3, 4, 5, plusieurs personnes à la fois, il y a un grand risque d'infection. Souvent, même, elles ont des infections sexuellement transmissibles, le chlamydia qui va détruire, par exemple, tout l'appareil génital. Et ces femmes, souvent après, elles n'ont plus de maternité. La fertilité tombe du fait de ces infections qu'elles ont après avoir été violées par plusieurs personnes différentes. Les femmes qui viennent nous voir à l'hôpital, c'est puisqu'on a essayé de détruire l'appareil génital par des baïonnettes, par des tirs d'armes au niveau de l'appareil génital, introduire des morceaux de bois et toutes choses pour essayer de détruire l'appareil de la reproduction. Et ça, c'est tout à fait intentionnel, ça n'a rien de sexuel, c'est tout simplement une destruction. Enfin, il y a la transmission du virus du VIH-Sida, qui est une maladie assez grave, transmissible horizontalement autour de la victime, mais malheureusement, la victime peut transmettre aussi cette maladie verticalement à sa descendance. Et ça donne toute la puissance à cette arme qui va d'une génération à une autre. J'ai dit, là vous êtes en train de tuer, mais vous ne tuez pas avec des balles directement, mais vous êtes en train de tuer de façon méthodique. Donc, il y aura autant de personnes qui ne viendront jamais au monde, tout simplement parce que vous avez coupé la chaîne de la reproduction. Donc, sur le plan démographique, c'est une arme au même point d'égalité que les armes classiques, si pas plus. En fait, qu'est-ce qu'on voit dans des guerres classiques? C'est l'appauvrissement, le problème économique. L'économie de l'Afrique est portée par les femmes. Lorsque vous les rendez malades, lorsque vous les détruisez, vous les rendez incapables de travailler. Donc, vous détruisez même l'économie du pays en détruisant. Aujourd'hui, plus de 60% de l'économie africaine est portée par les femmes, par l'agriculture. Et donc, ces femmes malades, ces femmes traumatisées psychologiquement, ces femmes qui ont des douleurs abdominales interminables, elles ne sont plus capables de travailler. Donc, sur le plan économique, il y a des conséquences assez graves. Et ça, on peut le voir dans toutes les guerres classiques. Et enfin, c'est la destruction du tissu social. Là, il n'y a plus rien à dire. Il y a les enfants qui naissent sans filiation, qui se retrouvent dans une communauté où personne ne les reconnaît. Il y a la destruction des familles. Il y a la destruction même de la communauté, une perte d'identité, parce que les gens ne se reconnaissent plus être même de leur propre communauté. Et ça aboutit tout simplement à une destruction de la cohésion sociale, la destruction de la capacité d'organisation sociale, et donc tout le tissu social est détruit. Et là, vous avez 4 conséquences que vous pouvez avoir dans une guerre classique, à la seule différence. La guerre classique, souvent, ça s'arrête. Ici, ça va se transmettre sur des générations après, puisqu'un enfant qui est né et qui ne connaît pas son père, qui n'a pas de filiation dans la communauté, il reste toujours un problème pour la communauté. Voilà, Marika, comment je conçois que c'est une arme très dangereuse et nous devons la prendre avec le plus grand sérieux, puisque c'est une arme qui peut détruire plus qu'on pense. Det finns en lagstiftning i USA som säger att tillverkare av mobiltelefoner och laptops måste kunna säga var kommer komponenterna ifrån. Och den lagstiftningen har haft effekt. FN har just nu ett starkare mandat. Man kan alltså agera, men det kräver att vi hjälper till. Vi bor på den här världen tillsammans. Vi har en liten överraskning. Eller rättare sagt, de här herrarna här i blå baskrar som åkte till Kongo för att de ville vara med och hjälpa till att stifta fred för 50 år sedan. De åkte tillbaks förra hösten. Några av dem. För de ville se hur var läget i Kongo. De har aldrig slutat att fundera och bry sig.
Då hade de planerat in att de skulle åka och hälsa på Panzisjukhuset. Men det var för oroligt, det gick inte att ta sig till Bukavu då. Och nu skulle de vilja lämna över en gåva. Och det är ju inte så att pengagåva eller gåva inte är nödvändigt. Det är ju så, där kan man också vara med och hjälpa till. Så varsågod Kalle Fransson, ordförande i Kongo-veteranföreningen. Varsågod. Jag måste säga på svenska, det är så härligt att se Dr. Mukwebes varma utstrålning. Jag är ordförande i en förening som heter FN-veteranerna Kongo. Och vi var då i Kongo på 1960-talet och fick uppleva ganska tuffa saker i Kongo. Vi fick ta hand om flyktingläger med 50 000 människor, dela ut mat, samtidigt som det utbröt stridigheter i provinsen Katanga. Och mitt i allt detta så stöttade generalsekreteraren Dag Hammarskjöld. Så det var många av oss där nere som kände en oerhörd smärta. Men sen gick det några år och man skrev en hel del om FN-soldaterna i Kongo, särskilt när amerikanerna var i Vietnam. Och det var inte så fina saker alltid, men många av oss upplevde ju att detta var inte sanningen. Så 1980 så bildade vi en förening som heter då FN-veteranerna Kongo. Och vi är ungefär 450 medlemmar. Och vi börjar ju bli gamla som ni förstår. Och många dör. Och vi är väl här 10-15 stycken idag i alla fall. Jag tycker ni kan resa på er så folk får se er. Och det gick inte lång tid i föreningen förrän frågan väcktes. Vi måste ha någon form av hjälpfond eller hjälpkonto så vi kan stötta Kongo. Och i början så skänkte vi lite pengar till Missionsförbundet, till något skola och till Pingstmissionen. Och lite mindre summor och så vidare. Men för en del år sedan så började vi då läsa om det här Panzisjukhuset och Dr. Mukwebe där nere. Och det går till så här att när våra medlemmar då skickar in sin årsavgift så får man alltid fylla i ett kryss och en summa pengar till den här hjälpfonden. Och det har faktiskt accelererat så pass så att förra året så skickade vi 50 000 kronor till Panzisjukhuset. Och det var ju då de skulle överlämna den här checken, de som var med på resan, och så satte den här gerillan igång så att de kom aldrig dit. Och då gjorde vi så här nu att vi kollade om vi hade något på hjälpkontot nu inför det här mötet. Och det visade sig när jag ringde kassören att vi hade 25 000 kronor. Och då skrev jag en liten lapp så här. Härmed bekräftar vi att FN-veteranerna Kongo denna dag satt in 25 000 kronor på konto hos PMU. Det är ju Pingstmissionens utlandsverksamhet då. Dessa pengar avses för hjälp till många sargade kvinnor som Dr. Mukwebe får ta hand om. Med varma hälsningar, FN-veteranerna Kongo. Merci. Tack så mycket Dr. Ked. Merci beaucoup, and I hope we will be able to have you here for a little bit longer to be able to talk to you a little bit longer outside there. Tack Pascal också. Thank you so much. Tack.